Hi guys, welcome to this ESL Advanced Lesson. Bienvenue à ce cours d'anglais à niveau avancé. Je vais déjà commencer par me présenter très vite pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Alexandre de Chambure et j'ai déménagé aux États-Unis il y a bien longtemps, en 2001. La première fois, c'était en 95, j'avais 17 ans. C'est une longue histoire. Pour vous dire, j'avais décidé il y a bien longtemps, j'avais 10 ans, qu'un jour je vivrais aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Angleterre, je savais pas vraiment où, mais je voulais vivre dans un pays anglo-saxon. Et je m'étais dit à 10 ans qu'il faudrait que je parle couramment l'anglais. Et c'est vraiment devenu une passion, j'ai adoré ça. Donc j'ai beaucoup appris tout seul. Chaque année à l'école, je faisais tout mon livre d'anglais en une semaine, j'apprenais tout en une semaine, puis après j'apprenais tout seul. Je regardais des films, j'avalais tous les livres qui me passaient sous la main. Et donc, pour vous dire, j'ai vraiment bien appris ce qu'on m'a appris à l'école, j'en ai tiré un maximum, et après, comme vous en ferez sûrement l'expérience un jour, peut-être que vous avez fait l'expérience, vous allez aux États-Unis, en Angleterre, et puis vous avez l'impression que vous comprenez pas grand-chose, alors que vous avez pas mal appris à l'école. Et vous dites, qu'est-ce qui me manque? Alors, c'est une question de prononciation, s'habituer à l'accent, à la prononciation, une quantité énorme de vocabulaire, une quantité énorme d'expressions idiomatiques qu'on a dans toutes les langues, d'accord? Moi, j'ai fait tout cet acheminement en anglais. J'ai appris tout ce qu'on avait à apprendre à l'école, et après, j'ai appris tout ce qu'on avait à apprendre en immersion. Et ce que j'ai voulu faire avec ce cours, c'est allier les deux. C'est-à-dire vous enseigner tout ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on devrait apprendre à l'école, et j'ai voulu vous apprendre tout ce qu'on apprend en immersion en plus, c'est-à-dire tout ce vocabulaire qui manque. Ce que je pense, c'est que dans tous les cours standards d'anglais, que ce soit Rosetta Stone, les cours au lycée, tout ce que vous voyez en ligne, il manque une quantité de vocabulaire qu'on utilise tous les jours. D'ailleurs, quand vous regardez tous les cours que vous prenez Wall Street English, que ce soit Rosetta Stone ou d'autres, c'est un anglais un peu basique, standard. C'est un peu le minimum requis pour survivre. Et quand je vois ces cours, très souvent, moi, je vois pas de marque d'anglais britannique. Beaucoup, en tout cas, je vois pas beaucoup de traces d'anglais britannique ou américain. Alors que ça existe. C'est là. C'est pas qu'ils sont incompatibles, c'est pas qu'ils sont incompréhensibles aux autres. D'ailleurs, les Anglais souvent voient les films américains, donc ils sont habitués au vocabulaire américain. Donc moi, je vais vous apprendre l'anglais américain. Je vais vous apprendre ici toutes ces choses que vous auriez apprises en immersion aux États-Unis ou au Canada, puisque c'est vraiment le même anglais. Voilà. Donc voilà, précisément ce que je vais vous apporter, c'est ça. Tout ce que moi j'ai appris après des années passées aux États-Unis, d'accord, c'est plus de la moitié de ma vie. Donc voilà, c'est passionnant, c'est vraiment utile, des choses que vous entendez tous les jours. So, without further ado, we're going to get started, and what I want you to do is I want you to pause the video after each sentence so that you can try to take the time to think about the translation, and then you hit play to hear my translation in French, okay? Donc je veux que vous fassiez pause après chaque phrase quand je l'ai lu, pour que vous preniez le temps d'essayer de réfléchir à une traduction possible, et après vous faites play pour voir ma réponse. That's how it works, alright? So, sentence number 1, it's related to tennis because I love tennis, so you'll see that throughout the course. But here it goes. I think Federer choked at the end of the match. I think Federer choked at the end of the match. Il y a plein de choses intéressantes, passionnantes que vous allez apprendre dans chacune de toutes ces phrases, donc faites bien attention. Hit pause, think of a translation, and hit play to see my answers. Alors voilà, souvenez-vous, ce que je veux faire dans ce cours, c'est vous enseigner tous les niveaux de langue, d'accord? Le niveau d'anglais standard, le niveau d'anglais plus soutenu, familier et argot, d'accord? Je veux que vous connaissiez tout pour que vous soyez très à l'aise quand vous serez en immersion. Alors ici, I think Federer choked at the end of the match. Le verbe to choke, regardez bien, to choke, C-H-O-K-E. C'est à l'origine s'étouffer. I'm choking, je suis en train d'étouffer, d'accord? On l'utilise aussi en sport, par exemple, pour dire perdre ses nerfs ou alors flipper vraiment, avoir peur, d'accord, sous la pression. Donc là, je crois que Federer a perdu ses nerfs, il a vraiment flippé à la fin du match, c'est pour ça qu'il a perdu. Il a perdu ses nerfs. I think Federer choked at the end of the match. Souvenez-vous que that, après, je pense que, I think that, le that est vraiment en option. Mais comme toujours en anglais, quand il y a un mot qui est un peu inutile, when it's a word that feels a little useless, well, we skip it, we don't use it, okay? So that's the case here. You could totally say, I think that Federer choked at the end of the match, but, you don't need to say that. So you'd say, most people would say, I think Federer choked at the end of the match, d'accord? Je crois que Federer a perdu ses nerfs à la fin du match. Donc souvenez-vous, to choke, c'est s'étouffer. I'm choking, but someone chokes under pressure. C'est quelqu'un qui perd ses nerfs, qui flippe sous la pression. D'accord? All right, sentence number 2. 5 men are still unaccounted for tonight after the earthquake.
Something you might hear on the news. Hein, c'est quelque chose que vous pourriez entendre en regardant les nouvelles. 5 men are still unaccounted for tonight after the earthquake. What do you think that means? Alors souvenez-vous, hein, mes phrases sont inspirées de ma vie de tous les jours, très souvent. C'est comme ça qu'on a du vocabulaire de tous les jours et du langage utile qu'on apprend. Donc moi j'habite dans la zone des tremblements de terre à Los Angeles. Donc voilà, c'est ce qui m'inspire souvent, c'est qu'on parle souvent de tremblements de terre ici. Donc, 5 men are still unaccounted for tonight after the earthquake. C'est un terme un peu technique, to be unaccounted for. C'est quand on parle voilà, d'un tremblement de terre, d'une guerre, on dit they're unaccounted for. Après une tempête, c'est des gens qui sont introuvables, d'accord? Mais si vous dites j'ai perdu mon portefeuille, il est introuvable, j'aime beaucoup le terme, l'expression nowhere to be found. So my wallet is nowhere to be found. Where's Jessica? We can find her. She's nowhere to be found. Elle est introuvable. C'est très joli, hein? C'est un peu soutenu. J'aime beaucoup. D'accord, mais unaccounted for, c'est aussi ça, c'est introuvable. Ils sont absents. Voilà. Donc, 5 men are still unaccounted for tonight after the earthquake. 5 hommes sont encore introuvables ce soir après le tremblement de terre. D'accord? An earthquake, c'est un tremblement de terre. Et comme je vous l'ai indiqué ici, en un mot, an aftershock, c'est une réplique d'un tremblement de terre. D'accord? There were aftershocks, for several days after the earthquake. Il y a eu des répliques pour plusieurs jours après le tremblement de terre. D'accord? An aftershock. And what comes with earthquakes are lootings. Looting, c'est des pillages. D'accord? Lootings. There were lots of lootings after the earthquake. Il y a eu plein de pillages après le tremblement de terre. D'accord? Anyway, moving on. Number 3, there are no casualties. There are no casualties. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de pertes humaines. There are no casualties. There are no casualties, okay? Pertes humaines, d'accord? So in war times, on the news, you'll hear that term, casualties, des pertes humaines. You could talk about human losses, possibly. A loss, c'est une perte. A loss of weight, c'est une perte de poids. There were no human losses. There were no human lives lost. C'est peut-être ce qu'on dirait plus à la limite, mais casualties, c'est le terme pour pertes humaines. All right, moving on to number 4. You need to stop trash talking people. Very interesting vocabulary here. There's quite a bit to talk about here. What do you think that means? You need to stop trash talking people. Think about it. Hit pause and hit play to see my answer. Alors, to trash talk someone, c'est raconter des saloperies, des conneries sur quelqu'un. D'accord? C'est to trash talk someone. On peut dire soit to trash talk someone, c'est un verbe, to trash talk someone, or to talk trash about someone. Souvenez-vous, trash, aux États-Unis, ce sont les ordures, hein, des déchets, des ordures. OK? I'm going to take out the trash, je vais sortir les poubelles. A trash can, c'est une poubelle, d'accord? But, pick up your trash, c'est ramasse tes déchets, tes ordures, et mets-les à la poubelle. Throw them in the trash, d'accord? Donc, to trash talk someone, c'est raconter des saloperies sur quelqu'un. C'est familier en anglais, c'est pas argot comme dans ma traduction, d'accord? Et vous verrez que you need to do this or that. À l'école, on apprend que need, c'est avoir besoin, mais très souvent, ça sera la traduction aussi pour il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, d'accord? Donc, you need to stop trash talking people. Il faut que tu arrêtes de raconter des saloperies sur les gens, d'accord? On pourrait aussi dire, you need to stop talking trash about people. You need to stop talking trash about people, ok? Si vous voulez le dire de manière dans un anglais plus standard, c'est ce que j'écris juste en dessous. You need to stop bad-mouthing people. You need to stop bad-mouthing people. D'accord? Il faut que tu arrêtes de médire sur les gens. D'accord? Il y a même une expression presque biblique, mais vraiment soutenue, je dirais. You need to stop speaking ill of others. To speak ill of others. Ill, c'est malade à l'origine. He's a bit ill. Il est un peu malade. Mais en anglais standard, on dirait sec pour malade. D'accord? He's a bit sick. Ok, il est malade. He's a bit under the weather. Ah, j'aime beaucoup ça. Il est un peu patraque. Il se sent pas bien. He's a bit under the weather. J'aime beaucoup ça. Hein? Très américain. Je sais pas s'ils le disent à vrai dire ailleurs. Peut-être qu'ils le disent. Hein, il y a des chances. Mais voilà. But you need to stop speaking ill of others. C'est vraiment dire du mal des autres. D'accord? To speak ill of someone.
c'est très soutenu, hein, on ne dirait pas dans le langage tous les jours. Hein. C'est comme en français, on parle crûment en anglais aussi. Hein. You need to stop speaking ill of others. All right, I like that. Anyway, moving on. Number 5, if you want to fire me, by all means do. If you want to fire me, by all means do. Souvenez-vous, hein, aux États-Unis, au Canada, on va combiner want to quand on parle vite et on va dire wanna. If you want to fire me, by all means do. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? All right, so if you want to fire me, to fire someone, c'est renvoyer quelqu'un, virer quelqu'un, d'accord? Si vous voulez me renvoyer, bien sûr, allez-y. C'est très difficile de trouver une traduction pour by all means, mais j'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. By all means, littéralement par tous les moyens. C'est une expression, c'est une manière de parler pour dire, mais bien sûr, allez-y, by all means, n'hésitez pas, allez-y, d'accord? By all means, do it, fire me. Interesting vocab. So, in North America, we talk about firing someone the vast majority of the time. On a le verbe to lay someone off, qui est licencier quelqu'un. A layoff, en un mot, layoff, L-A-Y-O-F-F, c'est un licenciement. D'accord, donc to lay someone off, c'est licencier quelqu'un. Ça, c'est le terme plus british, d'accord. Bon, même si j'habite aux États-Unis, j'aime bien de temps en temps vous donner des termes britanniques. Il faut les connaître, et puis comme toujours, même si c'est britannique, on les connaît aussi aux États-Unis. Donc voilà. Et si vous parlez en anglais, vous entendrez ça. He was sacked, il a été renvoyé. He was given the boot, d'accord, il a été renvoyé. He was canned, on peut l'entendre aux États-Unis éventuellement. He was canned. Donc, he got laid off, il a été licencié. Okay? Very interesting, useful. How about number 6? Stop whining. Gosh, you're such a crybaby. Can you guess what it means from the... there's not even a context, but still. What would you say it means? Stop whining. Gosh, you're such a crybaby. Alright, so to whine, c'est gémir, d'accord? Stop whining, arrête de gémir. You're such a little whiner, t'es vraiment un petit gémisseur. Stop whining. Et souvenez-vous, aux États-Unis, on a cette expression knock it off pour dire arrêtez. Imaginez deux enfants qui se passent dire arrêtez, knock it off right now. Knock it off, complètement américain, d'accord? Knock it off. Gosh. Parce que, comme on dit en anglais, do not use the name of the Lord in vain. Hein, parce qu'on pourrait dire bien sûr God ou alors Jesus Christ. Et comme c'est une nation très pieuse, ils veulent pas qu'on utilise ça très souvent, donc ils vont taper à côté. C'est comme nous, parfois on fait ça en français. Hein. Mais donc pour lui dire God, ils vont dire gosh, très souvent, d'accord? You're such a crybaby, j'aime bien ce terme-là pour un pleurnicheur, une pleurnicheuse, a crybaby, d'accord? You're such a crybaby, c'est quelqu'un qui va pleurer pour un gémir, pleurer pour un rien. Don't be such a crybaby, you're such a crybaby, okay? It's a good word to know. Moving on to number 7. If you want to allow kids to stand in class, I'm down with that, you know? C'est toutes ces philosophies dans les écoles américaines, ils essaient des choses nouvelles avec des philosophies nouvelles. Et une de ces philosophies, c'est de laisser les enfants en école primaire rester debout au lieu de s'asseoir. Donc, if you want to allow kids to stand in class, I'm down with that. If I say it faster, I'll say, if you want to allow kids to stand in class, I'm down with that. What does that mean? Alright, so if you want to allow kids to stand in class, I'm down with that. Si vous voulez autoriser ou autoriser les enfants à rester debout en classe, to stand in class, je suis d'accord. I'm down with that, c'est une manière très jeune, très cool de dire je suis d'accord, je suis partant, d'accord? I'm down with that, man. Souvent ça vient comme ça. I'm down with that, man. Ok? Faut être jeune et cool pour dire ça. Je sais pas si je fais partie de cette catégorie. Hein. Voilà, mais il faut le connaître pour pouvoir comprendre, ok? Talking about allowing someone to do something. Allowing someone to do something is permettre à quelqu'un de faire quelque chose. And an allowance, as I wrote here, an allowance, c'est de l'argent de poche, ok? You didn't give me my allowance. Tu m'as pas donné mon argent de poche. There you go. Give me the money. Give me the money. C'est ce que vous entendez beaucoup les petits Américains dire. Anyway.
And then we have, I don't know why it makes me it reminds me of the word a permission slip. A permission slip, c'est un formulaire d'autorisation, de sortie de classe, de choses comme ça, d'accord? It's called a permission slip, d'accord? Slips, souvent, c'est un terme qu'on utilise pour des formulaires, a slip, d'accord? C'est un I court, ok? Slip, c'est presque un E, slip, ok? Même si à l'origine, souvenez-vous, un slip, bien sûr, c'est glisser. I slipped and I fell. Hein, j'ai glissé et je suis tombé. All right, moving on to number 8. One of the most important things I'll be teaching you today. You know, if there's one takeaway from this lesson today, this could be this one. I think it's one of those important things that you learn in immersion that I've never learned in school for some reason. It should be everywhere in every book, and it's not. How would you translate that? How come my mom knows that I dyed my hair? Who ratted me out? How come my mom knows that I dyed my hair? Who ratted me out? What do you think that means? So here it is. How come, listen to that. How come means comment ça se fait que. So important. We use it just as much, at least as much as we say comment ça se fait que. I would say that Americans use it even more than we use comment ça se fait que. They use how come to the extent that they almost substitute it for why, okay? Why? A lot of times Americans will say how come, okay? So how come my mom knows that I dyed my hair? To dye one's hair, c'est se teindre les cheveux, d'accord? D-Y-E, ok? D-Y-E, c'est se teindre les cheveux, teindre quelque chose. A dye, D-Y-E, c'est une teinture, une teinte. All right? The noun, D-Y-E, a dye, c'est une teinture. So, comment ça se fait que ma mère sache que je me suis teint les cheveux? So, I dyed my hair, spelled that way, okay? The Y turns into an I. To rat someone out, c'est balancer quelqu'un, dénoncer quelqu'un. C'est familier. Who ratted me out? And so you could put it differently in more standard English, dans un anglais plus standard, plus acceptable. On dit who told on me? Who told on me? Qui est-ce qui m'a dénoncé? Who told on me? D'accord? And if you tell on someone, on a le nom a tattletale. Hein, qui est un rapporteur, un faillot, d'accord? He's such a little tattletale. C'est vraiment un petit faillot, un petit rapporteur. He's a little tattletale. Il y a aussi le verbe to tattletale. C'est rapporter. He's gonna tattletale. I know he's gonna tattletale. D'accord? Je sais qu'il va rapporter, je sais qu'il va aller tout raconter, d'accord? C'est un peu terme plus pour les enfants, hein, vraiment, mais qu'on utilise tout le temps, d'accord? Maintenant, le nom, c'est a tattletale. Pour les adultes, maintenant, un faillot, une balance, c'est a snitch. He's such a little snitch, you little snitch, une espèce de petite balance, ok? Little snitch, he's a little snitch. Avant que j'oublie, on a aussi le nom a blabbermouth, hein, pour un faillot, quelqu'un qui va failloter, qui va cafeter, qui va tout raconter aux gens, d'accord? A blabbermouth. All right, moving on to number 9. Did you see Apple's new computer? It's the best thing since sliced bread. I can't tell you how many times I've used this expression or I've heard it used. Je peux pas vous dire combien de fois j'ai entendu cette expression. Vous pouvez imaginer simplement avec le contexte, je pense, ce que ça veut dire. Try to think about it. Hit pause on the video and hit play when you want to see my answer. Bon, si vous aimez pas Apple, vous serez pas d'accord, hein. Mais voilà. Did you see Apple's new computer? Souvenez-vous de cette petite chose qui peut paraître être un détail mais qui est très importante. On vous apprend « Did you see Apple's new computer ?» C'est comme ça qu'on le dit lentement. Souvenez-vous, les Américains, quand ils parlent vite, ils vont contracter les deux de la même manière que nous, on le fait très souvent en français. Et ils vont dire « Did you see? Did you? Did you? Did you see Apple's new computer ?» Okay, c'est comme ça que les Américains vont parler, d'accord? Did you see Apple's new computer? C'est comme ça que ça se prononce, hein. On ne va pas l'écrire comme ça. Mais c'est comme ça que ça se prononce, d'accord? Et là, ça va m'amener sur un sujet vraiment différent. Enfin, pas vraiment différent, mais c'est quelque chose dont on parle jamais en cours de langue. C'est la différence entre la grammaire descriptive et la grammaire prescriptive. La grammaire descriptive, c'est la langue telle qu'elle devrait être, d'accord? Et en anglais, surtout peut-être l'anglais américain, mais l'anglais britannique, hein, n'allez pas penser qu'il est parfait. Il est loin d'être parfait. Il a ses erreurs, ses défauts. Mais bon, voilà. La grammaire descriptive, c'est donc la grammaire telle qu'on la voit, telle qu'elle est utilisée par les gens. La grammaire prescriptive,
c'est celle qu'on vous enseigne dans les livres, c'est celle qui devrait être, d'accord? Mais vous seriez très surpris de voir tout ce que vous apprendrez dans mon cours sur tout ce que vous apprenez à l'école par rapport à la réalité. Mais je fais toujours un équilibre entre les deux en vous disant, voilà ce qu'on apprend à l'école, voilà ce qu'on apprend, ce que vous entendrez dans la rue, voilà ce qui est tout à fait acceptable, et vous serez très surpris par ça également aux États-Unis. Voilà ce qui n'est pas acceptable, mais que vous entendrez qui est horrible. Hein. Il y a de tout, d'accord? Donc, il faut bien savoir faire la part des choses. Anyway, the expression I wanted to talk about here was, it's the best thing since sliced bread. I love that one. Sliced bread, c'est du pain en tranche, d'accord? Du pain de mie, du pain en tranche. Donc, c'est une manière de parler en anglais dès qu'on veut dire que quelque chose, c'est ce qu'il y a de mieux qui ait jamais existé. On va dire, it's the best thing since sliced bread. C'est le truc le mieux qu'on ait inventé depuis le pain de mie. D'accord? C'est idiomatique. Il faut connaître, on l'utilise beaucoup. D'accord? Number 10. My gosh, Jessica, long time no see. You'll hear that one, you'll bump into it, you'll see it in writing. So what do you think that means? Alright, so there you go. Long time no see, memorize that one. Ça fait un bail, ça fait une éternité, d'accord? Long time no see, c'est complètement idiomatique. Mémorisez-la simplement. D'accord? Donc, my gosh, Jessica, long time no see. It's pretty amazing. I bumped into you today. Great. Alright, there you go. Moving on. How about this one? Josh threw a party last weekend. It was awesome. Oh là 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 là. Deux belles choses à apprendre ici. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Hit pause and hit play to see my answer. Alors, to throw party, encore une fois, ça fait partie de ces expressions, mais pourquoi est-ce qu'on ne l'apprend pas en classe ou dans n'importe quel cours? C'est une expression de base qu'on devrait savoir quand on va vivre dans un pays anglo-saxon, parce que vous l'entendrez tous les jours quasiment. To throw a party, c'est faire une soirée. D'accord? Donc, Josh threw a party last weekend. Josh a fait une soirée le week-end dernier. It was awesome. Awesome, c'est l'adjectif numéro 1 qui devrait apparaître dans tous les livres. Parce que c'est le plus utilisé. Est-ce que c'est le plus beau? Non, loin de là. Parce que comme tous les mots qu'on utilise trop, ils perdent leur valeur, ils deviennent super énervants. Awesome, c'est son cas. Le nombre de fois où vous entendrez des gens parler, des profs parfois, c'est ça qui est horrible, hein, des profs, et puis un élève leur raconte son week-end, et tu lui dis awesome, 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 toutes les 2 secondes, on dit mais trouve un autre mot. Voilà, mais c'est vrai que c'est le mot pour dire génial, dément, de la balle, c'est awesome, d'accord? Si vous regardez dans le dictionnaire, c'est intéressant parce que c'est l'horreur. Mais voilà, donc c'est un peu contre-intuitif. Mais voilà. She looked at him with awe. C'est vraiment, c'est vraiment cet effet que fait quelqu'un par sa présence, son charisme. C'est wow. C'est pas forcément l'horreur, ça peut être quelque chose qui vous impressionne au point de vous laisser sans voix. D'accord? C'est un mot qu'on voit dans la Bible. Hein. Par exemple, en parlant de Dieu, c'est « awe » pour décrire le sentiment des gens qui voient Dieu. « Awe ». Voilà. It was awesome, le mot principal à connaître aux États-Unis. Voilà. Moi, dans les années 90, je suis venu ici, souvenez-vous, à 17 ans pour la première fois, enfin, en tout cas pour habiter. On disait tout le temps « It's the bomb, it's the bomb, it was the bomb ». Je sais que pour les jeunes aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé cette expression, mais ça dépend toujours des régions aussi. Mais it's the bomb, moi j'aime bien, je le dis. C'est ma génération peut-être. C'est de la balle. It was the bomb, c'était de la balle. It's the bomb, c'est de la balle. Aujourd'hui, si vous êtes jeune et cool, est-ce que j'en fais partie? C'est pas mon mot. It's dope. Hein, c'est le mot que vous entendez tout le temps aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est it's dope, it was dope, c'était de la balle, c'était dément. It was dope, it's dope. Mais il faut être jeune et cool pour dire ça. Mais bon, ceci dit, apprenez-le, vous l'entendrez, vous le comprendrez. There you go. That's my point. Anyway, I like number 12. How about that one? Come on, let's get it over with. Put me out of my misery. Shoot. Imaginez, vous avez un film de western ou n'importe quel film et vous avez un type blessé à terre et l'autre qui a son fusil ou son flingue sur lui. Et l'autre lui dit ça. Le type qui est à terre lui dit, come on, let's get it over with. Put me out of my misery. Shoot. Qu'est-ce que ça veut dire? So come on, allez, let's get it over with. Hein. It's something that we use all the time in different circumstances, ok? On utilise tout le temps cette expression dans différentes circonstances. Let's get it over with. Allez, on en finit.
Ok, let's get it over with. Hein. Imaginez, vous travaillez sur un truc, il est 10h du soir, et vous dites, c'est bon, allez, on finit d'une manière ou d'une autre, ça soit bien fait ou pas. Let's get it over with, ok? Ou alors s'il y a une dispute entre deux personnes, let's get it over with, ok? Et on trouve une solution, d'accord, que ça plaise ou non. Donc on utilise beaucoup ça, let's get it over with, finissons-en. Put me out of my misery, encore une fois, c'est très idiomatique. C'est vraiment, abrège mes souffrances, littéralement, mets-moi hors de ma misère, de ma souffrance, d'accord? Put me out of my misery. Shoot, c'est tir, d'accord? On peut aussi utiliser shoot quand vous dites, t'as des questions pour moi? Vous avez des questions pour moi? Allez-y, go ahead, shoot. Balancez, shoot, d'accord? Parfois, vous entendez fire away, d'accord? Je crois qu'on verra plus tard. Numéro 13. Don't roll your eyes at me, young lady. What does that mean? Do you understand? Don't roll your eyes at me, young lady. We say that all the time. So it's tricky because we use the expression don't roll your eyes at me all the time, and it doesn't translate word for word in French. So here's what I thought of, ne levez pas les yeux au ciel comme ça, mademoiselle, okay? Don't roll your eyes at me. Rolling your eyes like that, super rude, right? Hein, c'est vraiment mal élevé. Donc les enfants peuvent faire ça. Quand vous dites quelque chose, c'est don't roll your eyes at me like this, okay? It's really rude, okay? So there you go. Ne levez pas les yeux au ciel comme ça, mademoiselle. We talk about young lady, hein, quand une prof, une mère réprimande un enfant. On va dire ça, young lady, mademoiselle. Okay? How about this one, number 14? Ethan is such a pain in the butt, so you'll have to deal with proper nouns as well, okay? Les noms propres, c'est souvent quelque chose qui pose problème, leur prononciation, les reconnaissance dans une phrase. Je vois ça dans toutes les langues, ça arrive à chaque fois. Ethan is one of them. Ethan is a pretty common name. Get used to it. Ethan Hawke, for instance, the actor, if I'm not mistaken. But Ethan is such a pain in the butt. What do you think that means? This is something you'll hear all the time in the US. Donc, souvenez-vous, a pain in the butt, a pain in the ass, c'est chiant. Il est chiant, he's a pain in the ass. C'est une douleur dans le cul, en fait. Hein, ça, c'est les fesses. On l'utilise tellement que c'est devenu presque acceptable, c'est familier. Ça, c'est argot. En anglais plus britannique, vous verrez marqué arse. A-R-S-E, c'est la même chose. Ça vient vraiment de âne, en fait. Hein, il faut voir ça. Donkey, un âne, maintenant. Mais dans la Bible, vous verrez ass. Anyway, Ethan is such a pain in the butt. Ethan is such a pain in the ass. Je pense qu'en France, dans tous les livres d'anglais, vous verrez marqué pain in the neck. C'est gentillet, mais c'est comme toujours quand vous voulez critiquer quelqu'un et que vous utilisez un terme qui est un peu gentillet, ça n'a pas beaucoup de poids, donc on va souvent tomber dans l'argot ou les termes familiers. C'est le cas ici. Donc la plupart du temps, si on ne veut pas jurer, on va dire he's such a pain. Stop being such a pain. Arrête d'être embêtant comme ça. Stop being such a pain. Quand on veut y aller plus fort, stop being a pain in the butt. Stop being a pain in the ass. You're such a pain in the ass. Ok? Voilà ce qu'on entend beaucoup. D'accord? De a pain. You're annoying. Tu es énervant. Éventuellement, vous pouvez utiliser l'adjectif irritating. Hein? Pourquoi pas? C'est pas le premier qui me viendra à l'esprit, mais vous pouvez utiliser he's so irritating. Et aggravating, il est assez américain celui-là, hein, cet adjectif. She's so aggravating. Elle est tellement énervante. She's so aggravating. Okay. Number 15. He asked me what the capital of Australia is. Off the top of my head, I'd say Canberra. Cheater, you looked. He asked me what the capital of the capital city of Australia is. Don't get mixed up. We have Australia, and you emphasize Australia, that syllable. Okay, on met l'accent sur Australia. Et on a l'Autriche qui est Austria sur la première syllabe. C'est proche, pas exactement la même chose. Austria, c'est l'Autriche. Australia, l'Australie. Austria, l'Autriche. So he asked me what the capital of Australia is. And off the top of my head, I'd say Canberra. Because you looked, that's why you know. Gosh, what do you think that means? So, il m'a demandé quelle était la capitale de l'Australie. Et on est plus strict, hein, rappelez-vous qu'on est plus strict en français sur l'accord des temps qu'ils le sont en anglais, surtout l'anglais américain, je dirais, d'accord? On en reparlera dans un de mes cours, mais voilà, c'est pour ça que vous voyez l'imparfait ici et le présent là. He asked me what the capital of Australia is.
J'aurais pu dire was, hein. Franchement, les anglo-saxons, faut pas qu'ils le prennent mal, mais entre nous, ils ne verront pas la différence. C'est comme ça, c'est un fait. J'aime beaucoup cette expression, off the top of my head, là, deux têtes, comme ça, en y pensant là tout de suite, c'est deux têtes, off the top of my head, I'd say Canberra. Deux têtes, je dirais Canberra. Donc, bonne expression à connaître, off the top of my head, I would say this, I would say that. Hein. Ok, off the top of my head, I'd say Canberra. Number 16. When John came with his friends, the party went south. The cops came and broke up the party. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, très utile ça. When John came with his friends, the party went south. The cops came and broke up the party. Alright, so quand John est venu avec ses amis, la soirée est partie en vrille. The party went south. To go south, c'est partir en vrille. D'accord? Donc, the party went south, la soirée est partie en vrille. La soirée est partie en sucette, comme vous voulez. Les flics sont venus, the cops came. On a aussi to show up, se pointer, qu'on utilise beaucoup en anglais. Hein. To show up, they showed up at 10 p.m. Ils se sont pointés à 10 heures du soir. They showed up, d'accord? But the cops came and broke up the party. We talk about the cops breaking up a party. C'est les flics qui mettent fin à une soirée. Ça arrive très souvent, les flics arrivent, après 10 heures, les voisins appellent, et ils arrivent, tapent à la porte, test d'alcool, et puis voilà, et c'est fini. Donc, we talk about the cops breaking up a party, okay? So, the cops came and broke up the party, et ils ont mis fin à la soirée. All right, now we're going to switch. We're going to go from French into English. How would you say? Elle a mal vieilli, hein? On l'a pas vu depuis 10 ans, elle a mal vieilli, hein? Comment vous diriez ça? Dépêche-toi, je suis en double fil. How would you say that? We're going to start with the first one. Elle a mal vieilli. Hit pause on the video and try to think of the answer. And hit play to see my answer. Well, we say she didn't age well. Okay? She didn't age well. You say, I'm getting old. Je vieillis. I'm getting old. Je commence à vieillir. I'm getting old. But she didn't age well. Elle a mal vieilli. You know, she's aging, elle est en train de vieillir, ça se voit, she's aging, okay? But she didn't age well, elle a mal vieilli, okay? I think I'd like to skip number 18 for now and go straight to number 19 because I think they go together with number 17. Jessica s'est vraiment laissée aller, okay? It kind of goes with number 17, I think, in a way. What would you say, how would you say that in English? Jessica s'est vraiment laissée aller, parce qu'avant, c'était une super belle fille, puis là, tout d'un coup, elle s'habille, elle ne fait pas attention à elle se coiffe pas, se maquille pas, elle a pris du poids, elle s'habille mal. Elle s'est vraiment laissée aller. How would you say that? Jessica really let herself go. Remember, the verb to let someone do something is an irregular verb and it's the same form for the simple past, qui est le vrai terme que les anglo-saxons utilisent pour le prétérit, que seulement à l'étranger on utilise. Hein. Souvenez-vous, le terme prétérit n'est utilisé vraiment qu'à l'étranger pour parler en anglais deuxième langue, mais les anglo-saxons parlent de simple past ou past simple. Simple past. Donc voilà, it's the irregular simple past form and past participle form of to let. So Jessica really let herself go. Jessica s'est vraiment laissée aller. Jessica really let herself go. Okay. Now back to number 18. Dépêche-toi, je suis en double fil. How would you say that? There you go. Dépêche-toi, vous le savez déjà peut-être. Hurry, hurry up. Hein, souvenez-vous, la prononciation américaine, hurry, hurry up. Plus british serait hurry, hurry, hurry up. D'accord? Donc, hurry, hurry up. I'm double parked. Hein, je suis en double fil, I'm double parked. D'accord? I'm double parked. Si vous êtes jeune et cool, avec vos amis, vous allez dire hurry your ass, man. Hurry your ass. Vulgaire, mais les jeunes diront ça, d'accord? Hurry your ass, man. D'accord? Il y a toujours, les expressions sont toujours avec le cul des gens. Ils ont une obsession avec le derrière aux États-Unis, c'est un truc de fou. It's absolutely insane. Vous verrez, on en reparlera plus tard. How about number 20? How would you, the most basic thing that anybody should learn in any ESL class? Tu as tiré la chasse? Tire la chasse. How would you say that in English? It should be on the first page of any ESL book. There you go. I've made my point. How would you say, tu as tiré la chasse?
Very simple, it's the verb to flush. Okay, so did you flush? Again, did you flush quand je le dis lentement? Did you flush? Mais quand je vais le dire plus vite, je le prononcerai comme ça. Did you flush? Did you flush? Did you flush? Est-ce que tu as tiré la chasse? He didn't flush. Il n'a pas tiré la chasse. D'accord? Et bien sûr, le verbe to flush, ça me fait penser à l'expression avoir des bouffées de chaleur. Alors aux États-Unis, on va dire she has hot flashes all the time. Elle a tout le temps des bouffées de chaleur. She has hot flashes all the time. Au Canada ou en Angleterre, ils vont dire flushes. She has hot flushes all the time. Okay? C'est la même chose. She has hot flashes all the time. Elle a des bouffées de chaleur tout le temps. Okay? How about this one, number 21? Feu ma mère était expert comptable. How will you say feu ma mère? Ah, ma mère qui est décédée. Alright, feu ma mère serait my late mother. Feu mon père, my late father. Ok, donc feu ma mère, my late mother was a CPA. Aux États-Unis, un expert comptable, on appelle ça un CPA. Do you have a CPA? Est-ce que tu es un expert comptable? D'accord, celui qui vous fait vos impôts. Donc ça s'appelle CPA, ok? Certified Public Accountant, d'accord? Et si vous voulez juste dire un comptable, vous direz an accountant. He's an accountant, il est comptable. He's a CPA, il est expert comptable, d'accord? Number 22, parle-moi, je ne peux pas lire dans tes pensées. Comment on dirait ça en anglais? Parle-moi, je ne peux pas lire dans tes pensées. Talk to me, I can't read your mind, d'accord? Je ne peux pas lire dans tes pensées. C'est talk to me, I can't read your mind, d'accord? I can't read your mind. Souvenez-vous, hein, si vous ne savez pas déjà, je pense qu'une partie d'entre vous le sait déjà, l'autre non. Pour jurer, quand on exprime la colère, on peut mettre ce qu'on appelle the F-word, the F-bomb, devant presque n'importe quel mot, des noms, des adjectifs, des verbes. Et ça exprime la colère. C'est pas très varié, c'est pas très riche, mais c'est comme ça que ça se passe en anglais. Donc là, quelqu'un en colère dirait « Talk to me, I can't read your fucking mind ». D'accord? C'est très vulgaire, mais vous l'entendrez beaucoup. D'accord? Anyway. Number 23. Je te promets, tu n'as rien à lui envier. J'aime beaucoup ça. Hein. Ça se traduit pas mot pour mot, ça, ne rien avoir envie à quelqu'un. Et pourtant, c'est vraiment utile. Hein. Comment vous diriez ça? Je te promets, tu n'as rien à lui envier. Imaginez que lui, c'est une fille. Ok? Pour être précis. Well, there you go. I swear to you. Vous pourrez entendre les deux. I swear. Je te jure. I swear to you. Souvenez-vous, un jurer, c'est aussi jurer, dire des gros mots. He swears a lot. He uses a lot of swear words, a lot of bad words, a lot of curse words, des gros mots. D'accord? He uses a lot of curse words. So, I swear to you, she's got nothing on you. Donc, on inverse. C'est un peu comme avec le verbe to miss. D'accord? Tu n'as rien à lui envier. Le lui va devenir sujet de cette phrase. D'accord? She's got nothing on you. D'accord? Tu n'as rien à lui envier. She's got nothing on you. Elle n'a rien qui ferait d'elle quelqu'un de meilleur que toi. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. She's got nothing on you. Tu n'as rien à lui envier. J'aime beaucoup ça. Alright, I think I got the numbers wrong, but it doesn't matter. How will you say je me suis encore fait avoir, je me suis encore fait entuber avec les différents niveaux de langue? Think about it. Hit pause and hit play to see my answers. Alors, c'est to get screwed over éventuellement, mais I got screwed again, I got screwed over again. C'est vraiment, I got screwed over, c'est quasiment la même chose, hein, à vrai dire. I got screwed over again. C'est vraiment quelqu'un m'a fait un mauvais deal et je me suis fait avoir, je me suis fait entuber. I got screwed over again. Donc, souvenez-vous, to screw, c'est baiser à la base, c'est tellement utilisé que ça a perdu de sa force. Maintenant, c'est la même chose que de vous dire I got fucked over again. Ça, c'est super vulgaire, bien sûr. Donc voilà, avec des amis proches vont dire ça, you got fucked over again. You got screwed over again. You got screwed again. Tu t'es encore fait baiser, entuber. D'accord? Quand il s'agit de la camelote ou d'un scam, c'est une arnaque hein, en ligne. Donc, I got scammed again, je me suis encore fait avoir. I got scammed. D'accord? I fell for their scam. Voilà, c'est deux manières de le dire. To take advantage of someone, c'est aussi profiter de quelqu'un. D'accord? C'est bon à savoir. Ça j'aime beaucoup, numéro 21, cette tâche ne partira jamais. Imaginez, vous faites une sale tâche avec un truc de l'huile, un truc qui partira jamais. Vous dites, non, cette tâche partira jamais. Comment vous diriez ça en anglais?
Eh ben, on dirait this stain will never come out. Okay, this stain will never come out. We talk about the sun coming out. Hein? Le soleil qui sort, c'est the sun that comes out. But it's also used for a stain that won't come out, une tache qui ne partira jamais. So the stain will never come out. Hein? Cette tache ne partira jamais. Si c'est sur une surface, que c'est du chewing-gum ou du putty, comme on a les enfants, ces espèces de trucs dégoûtants, gluants, et que c'est coincé, c'est en surface, on pourrait dire come off. Hein, parce que come off, à l'origine, c'est se détacher. Hein. My robot's arm comes off. Hein, le bras de mon robot, il se détache. It comes off. Donc, si c'est en surface sur du verre, par exemple, it's never gonna come off. Ça partira jamais. Mais si c'est une tache, on dira it'll never come out. D'accord? Number 22. Je me suis tapé le petit juif, ça fait mal. Ça fait super mal. Comment on dit ça? Hein, ils ont une manière de dire ça en anglais. What do you think it might be? Eh ben, en anglais, on dit I hit my funny bone. It's a funny bone. Un drôle d'os. C'est comme ça qu'on appelle ça. D'accord? Donc, I hit my funny bone. It hurts. I hit my funny bone. I hit my funny bone and it hurts. OK? Souvenez-vous, hein, pour dire ça fait un mal de chien, ça fait super mal. C'est argot, mais on le dit tout le temps. On va dire it hurts like hell. Ça fait un mal de chien. Mais souvenez-vous, tous les mots qui sont liés à la religion sont presque bannis de la langue, alors que beaucoup de gens les utilisent, d'accord? Ça en fait partie. It hurts like hell, ça fait un mal de chien. Mais ça fait un mal d'enfer. It hurts like hell, d'accord? Souvenez-vous aussi, on utilise beaucoup pour dire oh, est-ce que je peux venir avec mes 10 copains, mes 10 copines chez toi, puisque tu ne seras pas chez toi à Paris cet été pendant 4 semaines? Et la réponse est hell no. C'est non, tu rigoles ou quoi? C'est hell no. Si vous voulez pas jurer, vous allez dire heck no. Heck, d'accord, au lieu de hell. Mais si vous voulez vraiment jurer, vous dites mais tu rigoles ou pas? Non, jamais de la vie, c'est hell no. Hell no, d'accord? Very useful. Number 23, tu as fermé la porte à clé. How would you say that? Did you lock the door? Encore une fois, si je dis lentement, did you lock the door? Mais si je dis plus vite, je vais dire did you? Did you lock the door? Did you lock the door? Est-ce que tu as fermé la porte à clé? Yes, I locked it. Oui, je l'ai fermé à clé. Did you double lock the door? Est-ce que tu as fermé à double tour? Did you double lock the door? Yes, I did. No, I didn't. Whatever. All right. How would you say? Vous êtes enceinte de combien de mois? Ou de combien de semaines? On a une manière très idiomatique de dire ça, de demander ça en anglais. How far along are you? Memorize that one, okay? You have to learn it by heart. That's the way it is. It's idiomatic, okay? How far along are you? I'm 12 months. I'm 12 months. I'm 12 weeks pregnant. You know, I'm 5 weeks pregnant, okay? So how far along are you? Vous êtes enceinte de combien de mois ou de semaines, d'accord? Number 25. Il pue, il se lave tous les combien? How would you say that? Il pue, il se lave tous les combien? Alors, pour moi, c'est une question, ça. Dans les livres, on apprend se laver, c'est to wash, mais on dirait pas vraiment ça comme ça, he washes, non. On dirait to take a shower. Je veux dire, aux États-Unis, les gens, ils prennent pas vraiment de bain, ils prennent des douches, en tout cas. Et donc, ils vont parler de prendre une douche. On peut to take a shower, to shower. Se doucher, prendre une douche. L'un ou l'autre. To take a shower or to shower. So, he stinks, that's the verb to stink. C'est irrégulier. Stink, stank, A-N-K, and stunk, S-T-U-N-K. So he stinks, il pue. How often does he wash? How often does he shower? Precisely. How often does he shower? How often does he take a shower? Okay? Et c'est une manière très pratique qu'on a de poser ce genre de questions sur la fréquence des événements en anglais. Donc, how often, how far, how old, quel âge a-t-il, how quelque chose. Hein? C'est très pratique ça. Number 26, il m'a traité de radin. Il m'a traité de radin. How do you talk about someone? Traiter quelqu'un de quelque chose en anglais. Très utile encore une fois ça.
Il m'a traité de radin. He called me cheap. Il m'a appelé, en anglais on dit simplement. Il m'a appelé radin. Il m'a traité de radin. He called me cheap. Il m'a traité de débile. He called me stupid. He called me stupid. He called me dumb. Il m'a traité de débile. He called me dumb. Il m'a dit que j'étais bête. He called me dumb. D'accord? Donc, soit on a un adjectif. He called me dumb. He called me stupid. He called me cheap. Ou alors, he called me a plus un nom, une insulte qui sera un nom. He called me a jerk. Il m'a traité de con ou de conne. He called me a bastard. Il m'a traité de salaud, bâtard. D'accord? Etc., etc. Donc, avec un nom. Le nom, un radin, c'est un radin. He's a cheapskate. A cheapskate, d'accord? On n'entend pas beaucoup, parce qu'on parle la plupart du temps de cheap. He's cheap, il est radin. Stingy aussi, hein, pour radin. C'est un mot plus subtil, je trouve. Ça peut être aussi stingy, ça peut être radin pour autre chose que l'argent. Hein, dans avare de mots agréables à l'égard de quelqu'un, ça serait stingy. Ok, voilà. Number 27, je suis sûr que tu n'es pas chiche d'embrasser Vanessa. Ah, j'adore ça. Comment vous direz ça en anglais? C'est pas pareil qu'en français. On dirait I dare you to kiss Vanessa. Souvenez-vous, à l'origine, le verbe to dare, c'est un semi-modal comme to need. Et ça, on l'apprend pas assez souvent dans les écoles. Mais on l'apprend jamais, à vrai dire. Mais on verra ça dans un de mes cours. Hein. Mais to dare, c'est oser. Donc je t'ose, je te pousse vraiment pour dire t'es chiche d'embrasser Vanessa. I dare you to kiss Vanessa. D'accord? You dare someone. D'accord? There you go. Souvenez-vous, hein, to call somebody names, c'est traiter quelqu'un de tous les noms. D'accord? To call somebody names. Ok, we're not going to start calling each other names. Hein, on va pas commencer à se traiter tous les noms. Name calling is not going to help. Hein. Se traiter tous les noms, ça va pas aider. D'accord? Name calling is not going to help. Si je le dis plus vite, bien sûr, going to, vous savez, en anglais américain, sera gonna. Name calling is not gonna help. D'accord? Name calling is not gonna help. It's not gonna help. Gonna, c'est going to. All right. Last but not least, guys, number 28. Je suis resté assis sur ma jambe pendant une demi-heure, elle est complètement engourdie. How would you say that? Alors, on va utiliser le present perfect continu. I've been sitting on my leg for half an hour. Je suis resté assis sur ma jambe pendant une demi-heure. Imaginez, vous venez de vous retirer. I've been sitting on my leg for half an hour. It's completely numb. D'accord? Numb, on ne dit pas le B. C'est engourdi, insensible. Hein, quand vous sentez plus un membre de votre corps, une partie de votre corps, vous dites it's numb. D'accord? So I've been sitting on my leg for half an hour. It's completely numb. Okay, it's completely numb. To numb someone, to numb a part of your body, c'est le terme que vont utiliser les médecins pour vous anesthésier localement, d'accord? Ils vont dire, I'm going to numb your wrist, I'm going to numb your hand, I'm going to numb your elbow, I'm going to numb your arm. Je vais t'anesthésier le bras, d'accord? To numb someone. Number 29, il veut bien nous aider à une condition. J'aime beaucoup ça, il veut bien ou il est prêt à nous aider à une condition. Il veut bien nous aider ou il est prêt à nous aider à une condition. Comment vous diriez ça? Alors en anglais, on parle de to be willing to do something. D'accord? To be willing to do something, c'est être prêt à faire quelque chose. Il faut bien comprendre le sens profond du verbe to, du mot will. Will, à l'origine, c'est la volonté. Ok? Someone's will, c'est aussi le testament de quelqu'un. D'accord? He's on my will, il est sur mon testament. Mais c'est vraiment la volonté. The willpower, c'est la volonté. D'accord? He has no willpower, il n'a aucune volonté. Donc, he's willing to help us on one condition. Il est prêt à nous aider à une condition. D'accord? He's willing. I'm willing to help you. Je suis prêt à t'aider. I'm willing to do this for you. Je suis prêt à faire ça pour toi. D'accord? And finally, number 30. J'ai pris un vol de nuit pour New York. Complètement idiomatique. How would you say that? Alors, j'ai pris un vol de nuit pour New York, on va dire I took a red eye to New York. So you'll hear that all the time. Hein. Vous entendrez toujours ça en anglais. To take a red eye to a city.
D'accord? So, I took a red-eye to New York, c'est j'ai pris un vol de nuit pour New York. Pourquoi red-eye? Parce qu'on dit que les vols de nuit, vous pouvez pas dormir, donc vous ressortez de là, vous avez les yeux tout rouges. D'accord? Donc on parle de red-eye pour un vol de nuit. Donc I took a red-eye to New York, I took a red-eye to Miami. J'ai pris un vol de nuit pour Miami, pour New York, etc. Ok? Donc des expressions idiomatiques comme ça, du vocabulaire comme ça, à tous les niveaux, tous les styles de discours. Il y en a une quantité énorme qu'on n'apprend jamais dans les écoles, que vous apprendrez jamais en ligne. Vous pourrez passer toutes vos journées à apprendre sur Rosetta Stone toutes ces méthodes en ligne ou dans des écoles de langue. Il me semble à moi que tous les linguistes ont copié la même méthode de base et ont recopié tout le même vocabulaire de base qui ne vous aidera pas à vous sentir à l'aise quand vous regarderez un film et quand vous parlerez à des anglo-saxons, à vous sentir comme si vous parliez vraiment couramment, d'accord? Comprendre et vous exprimer avec aise, d'accord? Si vous voulez parler couramment, comme si vous aviez passé 10 ans aux États-Unis en ayant mon expérience d'avoir tout appris comme ça, allez prendre ce cours à languagecity.fr et vous aurez une quantité illimitée d'informations, de vocabulaire qui vous permettra de tout comprendre, de vous sentir vraiment, vraiment à l'aise en anglais. Vous aurez tous les secrets de prononciation linguistique, tout ce que vous apprenez qui est faux à l'école. Il y a certaines choses qu'il faut savoir, mais une quantité de vocabulaire enfin utile que vous ne trouverez pas ailleurs. That's it for today. If you have any questions or comments, please post them below this video and I'll see you soon at Language City and you'll see what it's like to speak like a native. À bientôt, salut!